Merci bien, cher Tidjane Diawo. Nous recevons Alioune Tine, qui est expert indépendant des Nations Unies au Mali. Bonsoir, Monsieur Tine, merci d'être là. Bonsoir, Madame Touré. Bonsoir, M. Sen. Bonsoir, M. Tine. On a suivi avec les derniers éléments qui sont passés tout à l'heure dans le journal sur la situation actuelle dans le pays qui est frère. Une mission de la CEDEAO était sur place. Finalement, après les échos entendus de part et d'autre, peut-on dire aujourd'hui qu'il s'agit d'un échec? Non, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un échec. Parce que la mission, sa vocation, d'après ce que j'ai vu sur le terrain, c'était d'écouter les uns et les autres. Ils ont écouté le président de la République, ils ont écouté le M5, ils ont écouté la société civile. Je pense que c'est une façon d'identifier quels sont les goulots d'étranglement, quels sont les problèmes, et d'en discuter. J'estime que le fil du dialogue continue, parce que la situation au Mali est extrêmement complexe. C'est un pays en guerre. Vous étiez sur place? J'étais sur place, effectivement. C'est un pays en guerre. Pratiquement, je suis tous les jours, tous les événements qui se passent au Mali. Tous les jours que Dieu fait, on tue. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu 20 gendarmes qui sont tués. C'est un pays qui n'a pas de gouvernement depuis 1 mois et demi. Et donc, on est dans une situation, je dirais, de menace à la fois sécuritaire, politique et de menace d'effondrement réel. Il faut que tout le monde en prenne conscience. Il faut dépolitiser cette question et la regarder comme une menace sécuritaire nationale, mais surtout une menace sécuritaire régionale. Parce qu'il s'agit d'une digue. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut saluer. C'est quand même une décision inédite, historique, au niveau de la CEDEAO, qu'après, effectivement, des négociations sur le terrain avec d'anciens présidents de la République, et après, effectivement, des échecs successifs, que 5 chefs d'État se déplacent, écoutent. C'est extrêmement important. Le nœud, il est important, sur lequel les gens disent qu'il faut que le président y parte. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de trouver une solution dans un délai aussi court? Mais bien sûr, le délai n'est pas court. La CEDEAO est sur place depuis très longtemps. Moi, j'ai discuté avec donc les gens du M5, je travaille au corps. Et je pense qu'il y a des positions maximalistes de négociation. Mais il y a des positions minimalistes. On les connaît. Ils les ont exprimées. Les chefs d'État le connaissent, les Maliens le connaissent. Seulement, il y a des difficultés. Mais c'est sur ça, avec le temps, je pense que d'ici lundi, il me semble qu'on peut dégrossir ces difficultés. Ce n'est pas pour rien, c'est pour ça que je dis le dialogue continue, le travail continue, le travail de médiation continue jusqu'au 27. Et le 27, tout peut arriver. Il peut y arriver un miracle. Moi-même, j'ai espoir, parce que j'ai discuté avec les gens. J'étais avec eux. Je connais ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Les Maliens aussi le connaissent. Et c'est sur ça qu'il faut négocier. Jusqu'ici, les gens sont dans leur bulle. Chacun est dans sa bulle. Et c'est des monologues parallèles. Maintenant, c'est à d'autres de venir casser les bulles pour que les gens se regardent. Est-ce que vous pensez véritablement que la CEDEAO plutôt, est assez outillée pour, en tout cas, régler cette difficulté qui se vit actuellement au Mali, sachant que les deux parties sont vraiment restés campés sur leur position, avec le mouvement populaire qui demande le départ du président démocratiquement élu et le président qui veut aussi rester et continuer son mandat sans trop de difficultés. Écoutez, il n'y a pas que la CEDEAO. La CEDEAO là-bas, la communauté internationale est là-bas. C'est juste que la CEDEAO est la dernière mission qui s'y est rendue. Aujourd'hui, ce que j'appelle les mécanismes de régulation sur le plan international et national s'affaiblissent tous. Mais justement, il faut en prendre conscience pour dire effectivement les missions de la dernière chance, il faut faire tout pour que ces missions réussissent. Parce qu'un effondrement du Mali, ce serait une catastrophe pour toute la sous-région. Il faut que tout le monde en prenne conscience. Moi, je suis très étonné de voir que, ah voilà, les gens, ils croisent les bras, ils regardent la CEDEAO, ils disent, bon, écoute, ils comptent les points. Non. Il me semble que chaque Africain, militant, je dirais, bon, citoyen de la CEDEAO, que vous soyez journaliste, que vous soyez politique, dans l'opposition ou au pouvoir, il faut le dire que le Mali est en danger
et que c'est notre responsabilité à nous de voir comment il faut faire pour les aider. Cette responsabilité, je dirais, appartient d'ailleurs en premier lieu aux Maliens. Mais il faut que le Malien fasse en sorte effectivement de ne pas abîmer davantage le Mali. Parce que le Mali est déjà assez abîmé. Mais justement, pourquoi en est-on arrivé à ce stade de voir, disons, une frange de la population se dresser contre le chef de l'État démocratiquement élu? Bon, écoutez, les gens l'ont ressassé. Nous vivons un peu partout, au sein de la CEDEAO, une véritable crise du suffrage universel. Vous regardez un tout petit peu, la plupart des élections qui se sont organisées ces temps-ci sont des élections qui ont été contestées, qui ont posé beaucoup de problèmes. S'il n'y avait peut-être pas la Covid, on aurait eu peut-être ce genre de manifestations ailleurs. Donc, il me semble qu'il faut refonder nos systèmes démocratiques. Il faut refonder nos systèmes de gouvernance. Aujourd'hui aussi, il y a une crise de la gouvernance qui est terrible, qu'on vit également au sein des pays de la CEDEAO. C'est pire dans les pays où effectivement nous avons des conflits armés, où même la question du budget d'armement et des dépenses d'armement se pose avec effectivement une certaine acuité. Les gens le disent. Donc, nous sommes face à des crises qui sont des crises dures. Il y a des choses qu'on peut faire dans l'immédiat, donc de façon conjoncturelle, comme dit mon ami Serigne Bambagay, mais il y a des choses qui sont structurelles qu'il faut effectivement régler dans la durée. On ne peut pas tout régler maintenant. Maintenant, il faut parer au plus pressé, éviter l'effondrement du Mali. Et de mon point de vue, c'est la responsabilité des Maliens en premier lieu, mais c'est la responsabilité de chaque citoyen de la CEDEAO. Il y a eu des morts. Quelle est aujourd'hui la part de responsabilité du président actuel dans ces décès-là? Écoutez, nous venons de publier notre communiqué de presse avec mon homologue Clément Voulet, qui est aussi expert indépendant des Nations Unies, pour demander à ce que des enquêtes soient ouvertes sur les 15 morts. C'est ça que nous avons compté, c'est entre 11 et 23. Au niveau des Nations Unies, on a dit c'est 15 morts. Et il y a près de 150 blessés. Non, donc, il y a eu, et nous l'avons vu, et nous l'avons condamné, un usage excessif de la force. Les gens parlent effectivement que la forçade, ça veut dire les forces qui sont antiterroristes, qui sont intervenues et qui ont tiré à balles réelles sur les gens. Ça, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Et donc, nous avons demandé que des investigations soient ouvertes et qu'effectivement, qu'il n'y ait pas d'impunité de ces actes-là. Donc ça, c'est intolérable. La situation était déjà assez tendue. Maintenant, ajouté au nombre de morts enregistrés, est-ce que cela va faciliter les négociations? Au contraire, vous avez raison, ça a radicalisé les gens. La répression du 10, 11 et 12 juillet a beaucoup plus radicalisé qu'autre chose. Ça veut dire qu'on a quitté d'ailleurs, si vous voulez, les manifestations pacifiques pour aller vers la désobéissance civile. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement difficile, extrêmement complexe, qui appelle, je pense aujourd'hui, l'investissement de l'ensemble des personnes de bonne volonté, qui soient politiques. Moi, je suis très, très surpris de voir que les autres partis politiques, les autres démocrates des autres pays africains n'essayent pas d'intervenir pour appuyer la médiation de la CEDEAO. C'est une médiation de la dernière chance. Nous avons tous intérêt à ce que cette médiation réussisse. Quels sont les points qui devraient aujourd'hui faire l'objet de consensus? On entend. Il est évident qu'il y a le problème de la primature, effectivement, qui fait l'objet, qui coince. Et puis trouver un Premier ministre consensuel, avoir un gouvernement d'union nationale. Voilà. Il y a également le problème, effectivement, des élections législatives. Parce que quand même, le contentieux électoral a été la goutte d'eau, voilà, qui a fait déborder le vase. Et puis maintenant, sur cette question, il y a 31 députés, si vous voulez, sièges de députés qui sont des contentieux, les régler, et puis régler aussi la question de la Cour constitutionnelle. Mais ça, c'est l'affaire des techniciens. S'ils s'assoient, une fois effectivement qu'il y a une entente, parce que le plus urgent aujourd'hui, c'est que le Mali doit avoir un gouvernement qui fonctionne, doit avoir une administration qui fonctionne, surtout dans un contexte vraiment où il y a des attaques armées et il y a des morts. Donc, je pense que l'urgence, c'est de faire en sorte aujourd'hui que un gouvernement soit en place et commence à travailler et que les Maliens, ensemble, fassent vraiment aux groupes armés terroristes qui sont en train aujourd'hui d'abîmer totalement le pays. Quelle incidence la crise malienne peut avoir sur les efforts du G5 Sahel?
Bon, vous savez, le Mali est dans le G5 Sahel avec le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Donc le G5 Sahel est mobilisé, forcément. Mais quand on regarde les pays du G5 Sahel, les 4 pays déjà sont de la CEDEAO. Le Niger fait partie, effectivement, le président aujourd'hui en exercice de la CEDEAO, Issoufou, était sur place. Et il y a le président Macky qui était sur place. Je le remercie d'ailleurs de m'avoir mis dans sa délégation. Et je salue son engagement. Voilà quelqu'un qui m'a dit, qui nous a dit, écoutez, moi je suis prêt à rester jusqu'à ce que la crise vraiment soit résolue. Donc il y avait une véritable détermination de la délégation sénégalaise. Il y avait quand même des experts qui connaissaient bien le sujet. Et bien sûr, un bon travail avant. Et le travail continue. Le travail continue, on ne croise pas les bras, on continue à prendre contact avec les gens pour faire en sorte que les gens prennent conscience qu'il nous faut absolument trouver une solution pour éviter un effondrement du pays qui aurait des effets totalement catastrophiques sur l'ensemble de la région. Le congrès de la Renaissance démocratique disqualifie le chef de l'État, Macky Sall. Selon eux, sa participation dans cette médiation n'a pas lieu d'être au vu de la situation enregistrée dans le pays au lendemain des élections qu'il a déjà eu à organiser. Écoutez, ce sont mes amis. Je vais les interpeller pour leur dire qu'il faut dépolitiser la question malienne. Il ne faut pas politiser. Et de ce point de vue, effectivement, le président Macky Sall, excusez-moi, a bien travaillé. Et son leadership a été reconnu sur place. Moi, j'ai discuté avec les gens parce que j'ai l'habitude des sommets. Et les sommets, très souvent, ça se joue dans les lobbies, ça se joue dans les couloirs. Et effectivement, quand on arrive à l'intérieur des salles, c'est peut-être pour régler les problèmes. Donc, ce qui veut dire que le travail de couloir, le travail de coulisses, ça continue encore. Donc, parler d'échec, c'est prématuré. Maintenant, il faut dépolitiser cette question. Moi, franchement, je demande solennellement aux Sénégalais de dépolitiser cette question, et de faire en sorte que les gens qui sont engagés dans la médiation, que franchement, leur souhaiter plein succès. C'est ça qu'on peut dire. Parce que nous avons une sous-région extrêmement fragile. Il n'y a pas que le Mali. Il y a d'autres pays, je ne veux pas les citer, mais qui sont dans la même situation aujourd'hui. Donc nous n'avons pas intérêt à multiplier les foyers de tension vraiment dans la sous-région. Donc nous, Sénégalais, on a encore la paix. Nous souhaitons effectivement que la paix continue, mais soyons ensemble, franchement, pour trouver une solution au Mali. Alors, il y a à mon avis un aspect non moins important, c'est-à-dire le kidnapping du chef de l'opposition du Mali, en l'occurrence Soumaïla, qu'on ne voit plus depuis, disons, belle durée, puisqu'il a été kidnappé, et certains même soupçonneraient, en tout cas, disons, le pouvoir en place de l'avoir kidnappé pour véritablement essayer de déjouer un tout petit peu les pronostics par rapport aux élections qui s'est dessinées à l'horizon. Alors, est-ce que vous en avez parlé? Parce qu'à mon avis, cela reste quand même une question très importante pour régler, disons, cette crise politique qui se vit actuellement au Mali. Absolument. Ça fait partie des points les plus forts. Parce que Ismaïla, par Ismaïla Cissé, comme vous le dites, a été 2 fois candidat et a été 2 fois numéro 2. Ouais. C'est carrément la deuxième personnalité politique du Mali. Pour la démocratie malienne, vraiment... Il est bon d'en avoir. Non, mais écoutez, pour la démocratie malienne, c'est un coup extrêmement dur pour la démocratie malienne. Et effectivement, dans la délégation qui était là, sa femme était là. Je l'ai rencontrée, on a discuté, les chefs d'État l'ont reçu, lui ont parlé, les chefs d'État aussi exigent et travaille à ce que Soumaïla puisse être libéré. Il est toujours vivant. Il est vivant. Voilà, les gens. Il est vivant, effectivement. On peut dire qu'il est vivant. Il y a des preuves de vie de Soumaïla Cissé. Mais maintenant, moi, je suis totalement d'accord. Il faut absolument que les chefs d'État de la CEDEAO, de l'Union africaine, que toute la communauté internationale mette tout son plan, toute la pression pour que Soumaïla Cissé puisse être libéré dans les meilleurs délais. Mais ça aussi, c'est pour la paix, pour la sécurité et pour la démocratie malienne. C'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons peut-être un imam à la tête, c'est dû à l'absence, par le vide qui a été laissé par Soumaïla Cissé. Là aussi, je reviens là-dessus parce que le mouvement, il est complexe. Il est hybride.
Moi, je l'appelle un mouvement islamo-laïque. L'imam lui-même, qui a même la personnalité charismatique de ce mouvement, lui-même, il se définit comme un imam laïque. Mais quand même, n'oublions pas qu'il est wahhabite, après tout, et qu'effectivement aussi, qu'il mobilise à partir aussi des mosquées, ces ouailles. Donc, c'est un mouvement, si vous voulez, citoyen, avec ses fractures, avec ses bruits de fond. Sa complicité. Et tout ça, ça ne facilite pas les choses. Mais malgré tout, je pense qu'avec beaucoup d'efforts auprès de tous les acteurs impliqués vraiment dans cette crise, on peut, moi je pense que j'ai espoir que d'ici le 27, il y aura un miracle. Alors, il y a en Afrique, ou en tout cas on peut dire qu'on a presque plus de coups d'État. Maintenant, ce sont les populations qui se soulèvent pour exiger que le droit soit dit ou que les élections puissent se dérouler de manière démocratique et tout. Finalement, si on laisse faire, est-ce que cela ne risque pas de déstabiliser le jeu démocratique? Non mais écoutez, nous on va publier bientôt notre rapport, c'est terminé. Ça s'appelle les pathologies de la démocratie en Afrique. C'est la crise de l'état de droit. L'état de droit est en crise chez nous, la crise de la démocratie avec la crise du suffrage universel chez nous et la crise de la gouvernance. Ces crises-là, vous les rencontrez partout et presque dans les mêmes termes. Et si on ne les règle pas très vite, ça c'est pour créer les débats déjà. Donc ce que vous dites, c'est vrai. Et de ce point de vue, j'ai dit aujourd'hui qu'il fallait définir ce qu'on appelait le coup d'État. Parce qu'en fait, le grand problème, le grand enjeu aujourd'hui, c'est de dire voilà la ligne rouge. Parce que ça aussi, il faut le dire, c'est, si vous voulez, l'accès par des voies non démocratiques et inconstitutionnelles au pouvoir. Ça peut être par les élections. Les coups d'État électoraux existent. On les avec connaît. le tripatouillage de la Constitution, Voilà. souvent, le vol des hommes. C'est ça qui fait d'ailleurs aujourd'hui que le suffrage universel est en crise. Ouais. Donc il faut restaurer la confiance par rapport au suffrage universel, par rapport à la démocratie. Ce n'est pas seulement chez nous. Hein. Si vous allez aux États-Unis, l'élection de Trump a suscité beaucoup de trucs avec les nouveaux outils de communication. Donc, ça, c'est des problèmes qu'il faut qu'on réfléchisse, nous, en tant qu'Africains, réinventer sur la base des crises que nous avons, des pathologies que nous avons, les mettre au scanner et trouver les traitements les plus appropriés. Aujourd'hui, il est temps de le faire pour chaque pays. C'est pour ça qu'on doit être tous modestes, tous humbles et vraiment regardez ce qui se passe au Mali, parce que si jamais il n'y a pas de solution, écoutez, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Le soulèvement populaire, cela vous a réussi. Vous avez été dans le M23, on a vu finalement ce que ça a eu comme effet. Donc, est-ce que vous nous avez vu brûler l'Assemblée nationale? Non. Au M23. C'était les contestataires qui étaient devant l'Assemblée nationale qui empêchaient les gens de brûler l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y a une culture démocratique aussi assez différente. Si vous allez dans d'autres pays, l'Assemblée nationale n'existe plus. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, nous avons l'habitude de régler les contentieux de façon pacifique, démocratique, mais cela ne peut pas dire que le Sénégal n'est pas un pays violent, hein, il y a eu des morts. Voilà. Mais quand vous regardez sur, par exemple, 6-7 mois de révolution citoyenne, si je peux l'appeler ainsi, on a eu 11 morts. Mais en un jour, vous avez 11 morts, on a dit, ou 23 morts. Ça aussi, ça fait un peu partie ça fait partie de la différence. Donc, il y a une certaine culture aussi du maintien de l'ordre. Et les policiers sénégalais, ils sont très appréciés un peu partout dans le monde, hein, par leur professionnalisme et tout. Donc, ça aussi, ça fait partie de la différence. Mais il ne faut pas qu'on le perde. Il faut qu'on l'enrichisse, notre démocratie. Il faut qu'il y ait de la sève, du sang neuf. Parce que moi, les gens m'ont dit, mais écoutez, vous, le Sénégal, là, si vous êtes démocrate, tout le monde vous suit. Si jamais vous commencez à faire comme ça, ça ne marche pas. Donc nous avons intérêt effectivement à maintenir notre rang et à être vraiment une référence effectivement dans la sous-région et dans le monde. Mais est-ce que, disons, ces mouvements de contestation remarqués un peu partout en Afrique, dans la sous-région particulièrement, ne témoignent pas un tout petit peu, disons, de l'échec des politiques? Écoutez, le problème, c'est que la politique ne parle plus aux gens. Et ça, c'est grave. Et l'alternance n'a pas réglé les problèmes. L'alternance les a aggravés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, il faut réfléchir sur les alternatives qui sont viables,
qui marche. Et nous avons effectivement aujourd'hui, dans nos pays, moi je regarde un tout petit peu ce qui se passe tous les jours et j'interprète les signes. Je dis, les inégalités sociales se sont creusées en un temps très court et d'une manière vraiment exponentielle. Alors, il faut lire Ndengler comme ça aussi. Et la plupart des problèmes fonciers que nous avons, il faut les lire effectivement sous ce regard. Il faut lire ce qui se passe aujourd'hui sur le littoral aussi sous ce regard. Donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Et lire également pourquoi dans certains pays au nord où il n'y a pas d'école, où c'est très pauvre, où les gens n'ont pas été à l'école, que ce sont ces gens-là qui deviennent les Boko Haram. C'est vrai que les fractures et les inégalités sociales, il faut qu'on les étudie et qu'on essaye de voir comment il faut les réduire dans notre pays. Ça veut dire que le problème de la redistribution des richesses et des ressources, parce que l'Afrique est riche, l'Afrique n'est pas pauvre, se pose effectivement de façon accrue. Je n'ai pas fini. Je reviens sur les élites francophones occidentalisées. Écoutez, on doit effectivement faire une introspection. C'est un nouveau concept là? Ce n'est pas un nouveau concept. C'est que les gens qui ont été à l'école occidentale qui nous dirigent, si aujourd'hui ils sont obligés d'avoir des imams aujourd'hui pour les diriger, ça signifie, ça doit nous parler. Ça doit nous parler, ça veut dire que c'est un échec. On sort des grandes écoles, de management, de ceci, de cela. On prend les rênes du pouvoir. C'est tout simplement pour faire la prédation des ressources et susciter la colère des gens. Donc ça aussi, il faut qu'on l'arrête. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Si nous voulons bâtir un nouveau monde, il nous faut bâtir après avoir touché le fond. Parce que toucher le fond aussi, c'est une opportunité pour le regarder, oui, pour rebondir et recréer, réinventer effectivement notre réalité. Et c'est possible. Le président Alassane Ouattara, qui a fait partie de cette délégation, et dans son pays, la question du troisième mandat est agitée. Ce qui se passe actuellement au Mali risque de se reproduire dans d'autres pays de la sous-région. On ne le souhaite pas. En Guinée également, Alpha Condé avec la question du troisième mandat. Et même au Sénégal. Bon, au Sénégal, je ne vais pas me retirer sur la question. Je ne vais pas déflorer le rapport que nous avons publié sur les pathologies de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C'est pour bientôt patienter. Très bien. Mais vous ne voulez pas vous prononcer là-dessus? Non, patienter. Vraiment, on va sortir un travail qui a été étudié, qui a été fait en anglais et en français. C'est à l'imprimerie. Avec des solutions que vous proposez, certainement. Mais bien sûr, si on ne propose pas... Nous sommes un think tank. Notre travail, ce n'est pas de dire... de dire, voilà, voilà les problèmes, oui, voilà les solutions que nous proposons, on en discute. C'est même des propositions de solutions. Et ces propositions-là doivent faire l'objet d'une grande discussion pour qu'on dise, mais tiens, écoutez, nous avons aujourd'hui des lignes, des orientations assez claires pour créer vraiment le monde nouveau que nous voulons. Avez-vous prévu de retourner au Mali? Mais c'est mon champ d'investigation. J'y vais au moins 3 fois chaque année. Et puis maintenant, je vous fais une bonne annonce. Hein. Non seulement j'ai le mandat du Mali, mais également la responsabilité également aussi pour travailler avec le G5, travailler avec l'Union africaine, avec la CEDEAO et toutes les agences des Nations Unies. Très bien, une belle promotion alors. Merci beaucoup, si vous voulez, merci. Alioune Tine, expert indépendant de l'ONU au Mali. Merci également à Cheikh Tidiane Diagne. Et à vous qui nous suivez de partout, un peu plus tard, Dakar Lobby avec l'équipe de DER. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Excellent week-end en compagnie.